Nous sommes dans une série de leçons de philosophie à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et qui étudie ce qu'on appelle les 7 idéologies athées, celles qui, au XIXe et au XXe siècle, ont fait tellement de mal dans le monde occidental et dans le monde entier parfois. Alors je voudrais maintenant étudier le marxisme. C'est la première idéologie que je vais aborder et qui essaye concrètement, non plus simplement de prouver la non-existence de Dieu et d'en faire, je dirais, une théorie, mais véritablement, en conséquence, d'agir sur le monde pour essayer de trouver quel est le meilleur monde possible à construire étant donné que Dieu n'existe pas. Alors j'avais montré dans les leçons précédentes que, en réalité, pour qu'un athéisme soit véritablement structuré de manière pratique, pour qu'il puisse essayer de changer le monde, il ne peut pas faire autrement que d'être fondé sur un système idéologique qui répond aux 3 questions fondamentales de la personne humaine. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Si jamais les 3 questions, en l'occurrence, n'ont pas trouvé une réponse intelligente, rationnelle, qui prouve que l'être premier, que le créateur n'existe pas, eh bien l'athéisme qui aura de fait lieu sera plutôt un athéisme pratique. Ça veut dire que les gens, tout en espérant que Dieu existe, ils vivent comme si concrètement Dieu n'existait pas. Et c'est des choses qui se produisent souvent. Mais ce qui caractérise le XIXe siècle, c'est que on peut dire que les athéismes pratiques, c'est-à-dire la façon d'essayer de créer le meilleur monde possible, se sont structurés sur des athéismes spéculatifs qui répondaient de manière crédible, c'est-à-dire que les gens y ont cru, aux 3 questions que j'ai indiquées. Eh bien, Karl Marx, je voudrais l'étudier en premier, parce que c'est véritablement, je dirais, le premier à avoir établi une idéologie, une conception pratique pour essayer de créer le meilleur monde possible sur Terre, une sorte de paradis qu'il appelle le paradis socialiste. On peut dire que l'apparition du marxisme, eh bien, on la doit à la réunion, au XIXe siècle, de 3 choses en même temps, de 3 phénomènes qui se sont rejoints en même temps. Le premier, donc, c'est l'existence d'une réponse qui paraissait crédible aux 3 questions de la métaphysique. Donc, on peut dire que Karl Marx, il va fonder sa pensée, parce qu'il a découvert des philosophes comme Feuerbach, il a découvert l'évolutionnisme de Huxley, je pense, il a découvert aussi l'espoir d'Auguste Comte. Donc la réponse aux 3 questions, on peut dire qu'il s'est ouvert à elle dès sa jeunesse. C'est un homme qui fondamentalement est athée, qui est matérialiste, qui ne croit en rien. Mais Engels, son compagnon, va dire à un moment donné, quand ils vont découvrir, au moment de leurs études, la pensée de Feuerbach, cet hegelien de gauche, comme disait Engels, eh bien, Engels commente en disant « Nous sommes tous devenus des Feuerbachiens ». Ça veut dire que, véritablement, l'explication de Feuerbach, qui donnait raison à l'existence de ces religions qui sont des purs mythes, des pures projections, eh bien, elle devenait crédible. L'homme, en fait, qui était un animal échoué, il projetait sa névrose, son besoin, je dirais, de vivre toujours dans une espèce de système mythique, magique, qui lui permettait de vivre assez bien, d'endormir en lui ses angoisses. D'où la fameuse phrase de Marx, « La religion, c'est l'opium du peuple », mais qui ne sera pas centrale, en fait, dans sa philosophie, parce que pour lui, l'inexistence de Dieu, c'est quelque chose d'acquis, de fondamental, et sur ce fait-là, il va fonder, après, son système de pensée. Alors justement, étant donné que Dieu n'existe pas, que spéculativement il l'a démontré, eh bien, Karl Marx va être un de ceux qui va essayer d'inventer le meilleur monde possible. Il n'est pas le seul. Il faut reconnaître qu'à cette époque-là, par exemple, dans les loges des francs-maçons athées, il y en a certains déjà qui apparaissent à cette époque-là, tous ne sont pas déistes. Eh bien, on s'efforce aussi de créer le meilleur monde possible. C'est une idée d'ailleurs qui vient des philosophes des Lumières.
C'est une recherche à la fois théorique et pratique, c'est-à-dire qu'elle doit se réaliser concrètement dans le monde, qui est cohérente. On le voit d'ailleurs, ce mécanisme-là, dès la Bible, dans le livre de la sagesse au chapitre 2. On voit très bien comment se structure un athéisme. Donc des hommes, que la Bible appelle des impies, d'abord établissent qu'il n'y a pas de Dieu, parce que personne n'est revenu d'en haut, parce qu'il n'y a aucun souvenir des morts. Et en conséquence, ils s'inventent une sagesse, à savoir, profitons du jour présent, cueillons la fleur de la jeunesse avant qu'elle ne se fane. Donc on voit la cohérence entre d'un côté ce qu'on pourrait appeler une métaphysique, au sens sagesse du terme, il n'y a pas de Dieu, et d'autre part ensuite une éthique, c'est-à-dire une conception pratique du monde, qui va construire le bonheur de l'homme. Eh bien c'est ce à quoi Marx va s'atteler. Seulement, il y a un troisième critère qui va intervenir là-dedans et qui va expliquer l'apparition et je dirais le succès de la pensée de Karl Marx. D'abord, ce troisième critère, c'est ce qu'on appelle l'idéologisation de la pensée philosophique. Ça veut dire que Marx, il est dans un monde où on a perdu l'habitude qu'utilisait Aristote de se soumettre au réel d'abord, d'observer le réel complètement dans toutes ses dimensions. Et si le réel résiste au système de compréhension qu'on en façonne, alors ce système on en change. Pour Karl Marx, je dirais qu'il y a une apparence d'observation du réel, mais en réalité, il observe une partie du réel qu'il a découvert et qui est très vraie, donc l'oppression des ouvriers, le fait que l'homme ne s'épanouit pas dans son travail, le fait que les prolétaires sont écrasés par le capital, ce sont des vérités, on ne peut pas les nier. Mais il va expliquer la totalité de l'homme, de sa recherche du bonheur, je dirais même sa nature humaine complète, par cette analyse qui est vraie. Et c'est ça qui forme un système idéologique. L'idéologie, c'est quand je découvre une vérité et que je l'exalte au point d'écraser tous les autres aspects de la vérité. Et donc j'en fais une erreur. Eh bien le système de Marx, il a ce caractère idéologique. Et il va durer, ce caractère idéologique, il va durer donc avec l'Union soviétique pendant plus de 70 ans, au point que les hommes politiques qui établissent le système en question, ils y croient tellement que si l'homme y résiste, eh bien c'est l'homme qui est rééduqué et qui est éventuellement exécuté. L'idée, elle est forcément infaillible, elle est scientifique, elle s'impose. Et la réalité, elle doit changer. Si le peuple n'accepte pas cette idée qui est scientifique, c'est le peuple qui doit changer. Alors, l'une des questions essentielles que je poserai justement lors de cette étude de l'idéologie athée qui s'appelle le marxisme, c'est de savoir si les 100 millions de morts que de fait on a comptabilisés et qui se sont produits au XXe siècle, dans des systèmes qui se référaient à Karl Marx, si ces morts sont dues au système de Karl Marx qui serait lui-même intrinsèquement pervers, donc qui provoquerait par définition, lorsqu'on tente de l'appliquer, la mort, ou est-ce qu'il serait dû à une série de tyrans qui, par hasard, tous se sont comportés en tyrans? Ce sera donc la question presque ultime qu'il faudra se poser lorsqu'on fera la critique du marxisme. Mais alors d'abord, avant d'aboutir à cette recherche ultime, je voudrais donc en premier lieu établir une petite biographie de Karl Marx, le situer dans son contexte, c'est tout de même quelque chose d'important, et puis ensuite établir sa pensée, d'abord spéculative, puis ensuite son système pratique pour changer le monde qu'il a établi, avec par exemple le manifeste du Parti communiste. Donc Karl Marx, il naît dans une région de la Prusse, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, et il meurt en 1882. C'est donc un homme du XIXe siècle donc, qui va voir dans sa jeunesse la révolution industrielle s'établir d'abord en Angleterre, puis en France, en Allemagne, etc. Il se révèle doué en classe, donc il passe un doctorat en philosophie. Il passe un doctorat en philosophie en Allemagne, une thèse qui a rapport avec la physique chez certains philosophes grecs. Et là, il manifeste déjà un athéisme. Cependant,
ce qui va véritablement structurer son athéisme, qui, comme je l'ai dit, est important, puisqu'il est presque le fondement non dit de sa pensée. Je veux dire, parce qu'il pense comme un acquis que Dieu n'existe pas. En conséquence, c'est pour cela qu'il cherche à établir un nouveau système pour donner le bonheur à l'homme sur Terre. Eh bien, son athéisme sera structuré par sa découverte du philosophe Feuerbach, donc un des trois que j'ai cités dans les leçons précédentes. On peut dire que quand il va découvrir l'analyse de Feuerbach sur l'origine des religions, projection des complexes de l'homme qui n'arrive pas, vu cette espèce de hasard qui a fait qu'il dépasse le domaine immédiat du sensible, qu'il peut connaître au-delà de ça. Donc il projette dans son inconscient une religion complètement imaginaire pour rassurer ses angoisses. Eh bien ça va être le système qui va véritablement pour lui expliquer l'origine des religions. Engels d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, lorsqu'il découvrit Feuerbach, il devint, et tous ses collègues avec, tous devinrent des Feuerbachiens. Alors on peut après, observer deux phases dans la réflexion de Marx, dans l'établissement de sa philosophie. Une première phase, elle est spéculative, ça veut dire que véritablement, il cherche, comme un philosophe, à comprendre l'histoire de l'humanité. Il le cherche à travers la pensée dialectique de Hegel, mais il va la retourner, ça veut dire qu'il va essayer d'analyser par des faits concrets, pas seulement par des idées, ce qui a pu se passer dans l'histoire de l'humanité pour expliquer son changement, son devenir, sa maturation. Il va établir un système de matérialisme dialectique, ça veut dire que pour lui, il y a des lois obligatoires qui font que les civilisations ne peuvent que évoluer d'étape en étape vers des systèmes le système actuel de son époque qui s'appelle le système capitaliste, qui pour lui d'ailleurs n'était qu'un système passager, qui devait être suivi d'une autre étape, le système socialiste. Mais ça je le verrai tout à l'heure. Alors donc cette première phase d'analyse, elle est importante, elle va structurer sa pensée. Mais il ne s'arrête pas là. Très vite, il passe à un domaine pratique, il appelle ça la praxis, ça veut dire qu'il dit « moi je veux pas seulement être un penseur, les penseurs, les philosophes, ils ont cherché à comprendre le monde, moi je veux le transformer, je veux aider à le transformer ». Et donc il devient quelque part un penseur politique, puisque le politique justement, c'est celui qui transforme le monde. Chose qui va lui valoir de gros ennuis, évidemment, parce que son système, il est révolutionnaire, il s'oppose à la pensée des dominants, des chefs d'État. Donc il va être banni d'Allemagne, puis il va être banni de France, il va errer avec sa femme, Génie, et avec ses enfants, de pays en pays, il va se rendre en Belgique, et il va finir par atterrir en Angleterre, où il va connaître véritablement de la misère. À un moment donné, il écrit que sa femme est malade, que ses enfants font des toux perpétuels. Il va même perdre un de ses fils, qui va mourir, on peut dire, quasiment de manque de nourriture. C'est en 1867 qu'il écrit son livre qui est le plus célèbre, Le Capital, où il analyse, je dirais, la société capitaliste, le système capitaliste. Mais il écrit aussi le manifeste du Parti communiste, qui est plutôt, je dirais, une feuille de route pour changer l'humanité et pour délivrer le prolétariat, ça veut dire ceux qui vendent leur travail et les ouvriers, en quelque sorte, pour les délivrer de l'esclavage par rapport aux patrons. Et alors, il mourra, je dirais, un petit peu dans la misère, il mourra en 1883, en Angleterre. Donc ceci étant rappelé, je dirais qu'il me faut dans un premier temps essayer d'analyser justement le regard philosophique qu'il a sur l'humanité. Et ensuite, j'essaierai de voir le programme politique qu'il établit, qui est d'ordre pratique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors donc, avant de devenir un homme politique, ou je dirais en parallèle, il a un regard, une analyse sur la société, sur l'humanité. Et cette analyse, elle se veut complète. Ça veut dire qu'il regarde l'humanité depuis le début de sa conscience, c'est-à-dire depuis le paléolithique. Et en gros, il va diviser l'histoire de l'humanité en une série de phases, qui sont au nombre de 6. Et il faut le remarquer, qui toutes sont centrées sur un exclusif critère,
le critère de l'économie productiviste. La première phase, il appellera ça la phase de la société primitive. C'est une phase particulière, il y a un nombre incroyable d'animaux sauvages, il y a des plantes, l'humanité est peu nombreuse, et à cette époque-là, du coup, il suffit de se baisser pour ramasser la nourriture. À cette époque-là, dit-il, il n'y a pas la structuration de la société en dominant et dominé, en classe, celui qui dirige, celui qui possède l'argent et celui qui est dirigé, celui qui doit travailler. Puis vient très vite la deuxième phase. C'est la société esclavagiste. C'est celle qui se met en place à partir du néolithique, à partir du moment où il faut, parce que l'humanité est devenue plus nombreuse, établir des échanges et des spécialisations. Donc du coup, il faut diriger une communauté complète. Résultat, certains s'enrichissent et se mettent à posséder les terres, se mettent à diriger les autres et les autres se mettent à travailler pour ceux qui se sont enrichis. Cette phase, elle va se prolonger, par exemple jusqu'à l'Empire romain où on voit bien qu'il y a des classes, il y a les patriciens et puis il y a les esclaves. Et qui est-ce qui travaille? Ce sont les esclaves. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Empire romain? Ce sont les esclaves qui vendent leur travail, on peut dire, contre un peu de nourriture, mais ils n'ont pas le choix. Et ce système va se prolonger pour Karl Marx. Il analyse la société du Moyen-Âge aussi en termes économiques. Donc on voit tout de suite le caractère idéologique de sa pensée. Ça veut dire que pour lui, le critère économique, la lutte des classes, devient le critère qui explique même le moteur de la société. Et tout le reste devient, je dirais, analysé en fonction de ce seul critère. Par exemple, la religion, au niveau du Moyen-Âge, où il y a aussi la classe des seigneurs, qui possèdent les châteaux, les terres, et les serfs, qui travaillent pour eux, et qui produisent la richesse, et qui sont exploités. Eh bien la religion, de même d'ailleurs que à l'époque de l'esclavage, elle est là pour endormir le peuple. Elle lui parle systématiquement d'une vie qui sera meilleure, et éventuellement dans un système chrétien, du rôle rédempteur de la souffrance, qui leur permettra aux pauvres d'obtenir plus de paradis de l'autre côté. Et du coup, cette religion qui est un mythe complètement inventé, puisqu'il est athée, il la voit comme cela, donc il ne peut pas y avoir chez lui aucune sympathie. Il n'a même pas l'idée qu'il pourrait y avoir des gens qui y croient vraiment, donc que des prêtres véritablement croient en cette religion. Non, ce sont des exploiteurs. Ils participent, je dirais, activement, avec la classe des dominants, à la domination du peuple pour obtenir de la richesse. Et d'ailleurs, ils en profitent, ils vivent soit de mendicité, soit des terres qui appartiennent au peuple et sur lesquelles le peuple travaille. Eh bien la religion, elle sert à faire fonctionner ce système. Il ne voit donc pas la religion autrement que comme une des chevilles ouvrières de ce système. Donc on le voit, il n'a pas une lutte immédiate, directe contre la religion. Il a une lutte contre la religion parce qu'elle fait partie du système complet. Mais ce qui fait l'essence de l'analyse du système, c'est l'économie, c'est la production de richesse. Alors, je passe sur les diverses descriptions des sociétés que fait Karl Marx, et qui sont quelquefois très justes au point de vue économique, même s'il insiste beaucoup sur la lutte des classes, et qu'il n'a aucune idée qu'il puisse y avoir parfois collaboration. Seulement, il décrit une autre phase de l'humanité, c'est la société capitaliste. C'est celle qu'il a sous les yeux, qui est en train de s'installer en Europe à l'occasion de la révolution industrielle. Ce qui met en place cette société nouvelle, capitaliste, c'est simplement l'augmentation des techniques, l'augmentation, je dirais, des capacités d'extraction des matières premières, l'industrie. Et en fait, ce système capitaliste, il s'analyse exactement comme les autres. Ça veut dire qu'on a une classe dirigeante, ce sont les patrons, au service desquels se mettent les religieux, qui sont là pour dire au peuple, qui vend son travail, donc le masse des ouvriers, le prolétariat comme il l'appellera. Le prolétariat, c'est tout simplement le nom donné à ceux qui n'ont comme richesse que leurs mains pour travailler. Eh bien, le peuple ouvrier vend son travail au capitaliste qui, lui, a créé une industrie qui s'enrichit monstrueusement. Et le prolétariat a juste de quoi vivre selon des règles d'offre et de demande.
Quant à l'État, il se met lui-même au service de ses patrons, parce qu'il a tout intérêt, ce sont ses patrons qui ont le pouvoir. Donc, pour l'analyse de Karl Marx, ce qui fait bouger le monde, ce qui le fait évoluer selon une sorte de loi d'ordre scientifique, ça veut dire que c'est comme de la physique, c'est dans la nature humaine, ce sont des mécanismes sociologiques. C'est la dialectique du dominant et du dominé. C'est la dialectique du patron qui a l'argent et du prolétaire qui travaille et qui vend sa main-d'œuvre manuelle. Il y a entre ces deux groupes une haine irréconciliable. L'ouvrier voudrait avoir la richesse du patron. Et le patron, il a intérêt à maintenir l'ouvrier dans cet état de dépendance pour ne pas qu'il lui vole sa richesse. Et cette lutte des classes qui parfois éclate, par exemple quand les pauvres se révoltent, c'était le cas à la Révolution française, eh bien c'est ça qui fait avancer le monde. C'est le moteur principal, selon Karl Marx, qui fait que les sociétés bougent et changent de système, mais toujours il y a cette dialectique. Donc on le voit, Karl Marx, son système d'analyse ne voit que ce système de lutte, d'opposition. Pour lui, lorsqu'il y a coopération, par exemple des ouvriers qui aiment travailler avec un patron et qui collaborent avec lui au service d'une œuvre, en fait, c'est un pis-aller. C'est une façon, encore une fois, d'endormir l'ouvrier. Ça veut dire que le patron, par ce système endormant qui s'allie à la religion, des œuvres bien faites, etc., ça lui permet de maintenir le prolétaire en état de dépendance. Dans son analyse, Karl Marx va plus loin. Il va jusqu'à prévoir l'avenir. Il dit « parce que ma loi est une loi mécanique, scientifique, obligatoirement, tôt ou tard, la masse des prolétaires de la société capitaliste va se révolter. Et elle va finir par saisir les richesses des riches, un peu comme à la Révolution française. On abolit les privilèges et on décapita les aristocrates. C'est un mécanisme qui est obligatoire tellement il y a d'injustice là-dedans et tellement ce moteur dialectique de l'envie, en fait, est puissant. Selon Karl Marx, il arrivera à un moment donné, dans l'histoire du monde, un âge, je dirais, dont on peut rêver, un âge qui ne sera plus de l'ordre de la dialectique, lorsque l'homme aura enfin assumé en lui, aura vu cette loi qui a fait tant son malheur durant l'existence. Il pense que viendra, après cette révolution prolétarienne ultime, un véritable paradis terrestre socialiste quand les hommes, enfin, auront compris que les moyens de production doivent appartenir à tous, comme au début, dans la première phase de l'humanité, où il y avait des richesses, mais que personne ne les possédait. Et donc il annonce, dans une loi dialectique, dans un mouvement de l'histoire, l'apparition tôt ou tard du paradis communiste. Voilà comment se structure l'analyse du monde chez Karl Marx. Alors évidemment, une fois qu'on comprend cette espérance d'un paradis socialiste, dans une deuxième étape, Karl Marx va se transformer en un moteur politique parce qu'il va se dire « Je peux, par mes écrits, être quelqu'un qui booste ce moteur infaillible de l'histoire. Et je peux donc provoquer plus rapidement, pour le bien du peuple, pour le bien des prolétaires, la révolution. » Et c'est là que je voudrais analyser, je dirais, le deuxième aspect de Karl Marx, l'aspect de Karl Marx comme homme politique. Et là, c'est une toute autre approche qu'on peut avoir de lui. C'est plutôt l'approche d'un homme de cœur, un homme d'engagement, un homme de passion. Peut-être passion mal éclairée, ça on le verra, mais en tout cas, c'est clairement cela. Pour comprendre le système de pensée de Karl Marx, il faut le resituer au XIXe siècle, au moment où apparaît la révolution industrielle, et avec elle, ce qu'on pourrait appeler le libéralisme pur, qui prend un autre nom sous le nom de capitalisme pur. On doit cette technique économique, ce n'est pas une philosophie, c'est plutôt une technique économique.
On la doit à des penseurs comme Ricardo, comme Taylor, qui va l'appliquer au niveau des chaînes de montage pour obtenir de l'efficacité encore plus forte dans les usines. On doit ça aussi à Malthus. Alors voilà ce que c'est. C'est tout simplement un système qui cherche quelle peut être la plus grande productivité pour produire de l'argent, de la richesse, de l'enrichissement. C'est un système qui se place aussi au niveau politique et qui fonctionne comme cela. Il dit, si on peut arriver à ce que des entrepreneurs qui possèdent le capital, qui sont libres d'entreprendre, peuvent produire de plus en plus efficacement, de plus en plus en grand nombre, ils s'enrichiront, c'est certain, ces entrepreneurs. Mais à moyen terme, ils enrichiront le pays tout entier et ils enrichiront les pauvres eux-mêmes au bout du compte. Donc l'idée est que par les simples lois de l'économie, qui sont des lois d'offre et de demande, eh bien on pourra arriver à créer de l'enrichissement dans le pays. Il n'y a pas là-dedans de conception de l'homme. Je dirais qu'on s'en moque à la rigueur. On a juste cette idée en tête de la productivité. Or voilà que au XIXe siècle, quand la révolution industrielle commence à faire jour avec les machines à charbon, à vapeur, etc., voilà que les élites des gouvernements européens adhèrent à ce système. Ça veut dire que, véritablement, en vue du bien commun, ils décident de favoriser du mieux qu'ils le peuvent les entreprises dans leur libre création et de ne pas leur mettre des lois qui empêchent leur développement efficace. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher un développement efficace à 100% de l'industrie, du capital? Eh bien, ça aurait pu être des lois, par exemple prises par l'État, des systèmes administratifs qui compliquent l'entrepreneur. Et ça aurait pu être la réaction des ouvriers qui puissent faire grève, par exemple. Eh bien, ces deux choses-là, elles n'existent pas au début de la révolution industrielle. Ça veut dire que les États choisissent de véritablement favoriser le capitalisme pur. Et qu'est-ce que ça produit, cette chose-là? Eh bien, ça produit des choses selon les lois immanentes du capitalisme. Ça veut dire que si un patron a besoin de 10 ouvriers et qu'il ne s'en présente qu'un, eh bien, il va le payer très cher, de plus en plus cher parce qu'il en a besoin. Mais si, à l'inverse, il s'en présente 200, eh bien, il les paiera très très peu, parce que de toute façon, vu que rien ne vient modérer la seule loi de l'offre et de la demande, si, parmi les ouvriers qu'il a embauchés, certains travaillent mal, ne travaillent pas assez, ou exigent d'être payés plus, ou font grève, eh bien, il les renvoie sans aucune autre forme de procès, et il embauche les 180 autres qui sont prêts à prendre le travail pour un salaire de misère. Donc on peut dire que ce système purement, je dirais, libéral, purement fondé sur les lois de l'offre et de la demande, il va créer la misère ouvrière du XIXe siècle. Une véritable misère qui n'est pas une légende. On ne peut pas compter le nombre de morts qu'a fait le capitalisme pur à cette époque-là. Mais il suffit de lire une certaine littérature comme Germinal de Zola, qui n'est pas exagérée, étant donné que, ne serait-ce qu'on s'en rend compte, à un moment donné, le jour du Seigneur lui-même disparaît. On travaille 7 jours sur 7, quelque chose comme 12 ou 13 heures par jour, pour un salaire qui permet à peine de vivre. Alors il y aura, évidemment, face à cette injustice énorme, il y aura des réactions de certains patrons. Ce sont les fameux patrons paternalistes, qui seront tellement insultés par les marxistes, parce que les patrons paternalistes, ils n'entrent pas dans le schéma de la lutte des classes. Ils pensent à leurs ouvriers, ils mettent de côté de l'argent pour qu'ils aient une maison. Ils s'arrangent pour qu'il y ait un jour de congé au minimum. Ils font des caisses de retraite en faisant cotiser et en retenant une partie de l'argent des ouvriers. Bref, ils pensent au bien de leurs ouvriers. Ils sont paternalistes parce qu'ils le font comme un père par rapport à leurs propres enfants qui seraient leurs ouvriers. Et comme ils n'entrent pas dans le système de dialectique, de lutte à mort des classes, évidemment, ils seront dénoncés comme des complices objectifs du système, des sortes de chiens jaunes, par les marxistes qui viendront à cette époque-là. Alors, est-ce que derrière le capitalisme pur, derrière le libéralisme, il y a une conception philosophique de l'homme?
Je dirais que non, même pas. C'est simplement une conception de l'économie. Ça veut dire que ces gens-là ne pensent pas, ces gens-là visent uniquement à produire le plus de richesses. Mais de fait, il en sort quelque chose, à savoir que l'homme se trouve réduit à une marchandise. Il est dans le cadre de l'offre et de la demande. Les ouvriers ont quoi à vendre? La force de leurs mains qu'ils peuvent vendre à un patron. Et le patron l'achète au plus bas prix qu'il peut. C'est donc véritablement l'homme qui va être réduit à quelque chose, à un engrenage, dans quelque chose d'une productivité. Le but de tout cela, c'est l'enrichissement. Alors on pourrait dire, mais l'enrichissement, le patron, à un moment donné, il en a assez d'argent. Mais justement non, parce que à cette époque-là du capitalisme pur, c'est l'argent qui est le moyen qui sert aux échanges. Lorsque, dans les premières périodes de l'humanité, c'était du troc, on troquait une paire de chaussures contre un sac de blé. Je dirais qu'on n'a pas besoin de 15 paires de chaussures, on ne va pas accumuler 360 paires de chaussures. Mais quand c'est de l'argent, c'est du potentiel de puissance. Et donc, la caractéristique de l'argent, c'est qu'il peut devenir la fin, la finalité même de l'économie. On en accumule, et on en accumule de plus en plus, au point qu'on ne pourra jamais en dépenser, parce qu'un homme n'a pas tant de besoins que cela. Eh bien, de fait, fondé sur, je dirais, une sorte de flatterie, de l'avarice, qui est un vice qui peut exister dans l'homme, l'argent peut être accumulé sans cesse, tandis que des ouvriers, des prolétaires, comme dira Marx, vendent la seule chose qu'ils possèdent, le travail de leurs mains, les mains de leurs femmes, les mains de leurs enfants, dès qu'ils peuvent travailler, etc. Alors évidemment, tout cela est pensé, ultimement tout de même, pour l'enrichissement total du pays. Par exemple, quelqu'un comme Adam Smith, qui est un théoricien du libéralisme, il écrit ceci: « Ne cherchant que son propre gain, l'individu capitaliste », donc il n'utilise pas le terme capitaliste, ça ce sera Karl Marx qui prendra ce vocabulaire-là, mais l'individu qui a entrepris, disons, est conduit par une main invisible à remplir une finalité qui n'entre nullement dans ses intentions. Son intention à lui, c'est son intérêt personnel, son enrichissement immédiat. Et de fait, il travaille pour le bien de la société, parce que, de fait, il enrichit la société, ce qui n'entrait pas dans ses intentions. Et voilà comment Adam Smith montre que le système capitaliste pur est un bon système qui finalement fera le bien de tous, ultimement. Ce que n'avait pas prévu Adam Smith et tous les théoriciens du capitalisme pur, c'est que l'homme n'est pas simplement un engrenage d'une machine, que l'homme est une personne. Et donc, finalement, à la base, il y a quelque chose de profondément inhumain dans ce système. Je dirais, il réduit l'homme à quelque chose de sous-humain sans même le dire. Eh bien, face à cela, Karl Marx, qui a déjà établi son système de la loi de la dialectique, donc de la lutte entre des contraires qui font progresser le monde, eh bien, il va y entrer complètement. Il va regarder ce système capitaliste et il va s'y opposer passionnellement. Ça veut dire que la pensée de Karl Marx, qui est dialectique, qui est donc fondée sur de la révolte, de la colère, sur des passions, pas sur une analyse intellectuelle pure, même si cela semble. Mais en réalité, non. Il prend les choses telles qu'il les observe là, de fait, dans le système capitaliste, et il se révolte en prenant les valeurs exactement inverses, mais dans le même genre. Ça veut dire que il y avait deux façons de sortir du capitalisme pur. La façon dont utilisaient par exemple les socio-chrétiens, les patrons paternalistes qui disaient « L'homme ne se réduit pas à cette capacité de production. L'homme ne peut pas trouver le bonheur uniquement dans le fait de produire des choses, même s'il les produit pour son propre compte. Il y a sa famille, il y a le sens de sa vie. Est-ce qu'on se retrouve après la mort? L'homme est une personne humaine complète, il a le goût pour la beauté, etc. » Eh bien, Karl Marx, lui, il a réagi dialectiquement, ça veut dire qu'il prend ces valeurs qui lui ont été imposées par un système capitaliste purement économique et qui n'est pas une philosophie de l'homme, et lui, en prenant les valeurs inverses, il établit une philosophie qui détermine ce que c'est que l'homme. Et c'est là que va apparaître la pensée marxiste au sens, je dirais, actif du terme, cette praxis.
Pour Marx, ce qui fait un homme debout, un homme équilibré, un homme heureux, c'est quand il possède la capacité de produire en vue du bien de tous, mais qu'il possède cette capacité à l'égal avec tous les autres. Ça veut dire quand il ne se l'accapare pas pour lui tout seul. L'homme, pour Marx, il a des mains. Il ne doit pas les vendre. Ces mains, elles doivent être mises au service du bien commun. Lorsqu'un autre homme achète ce qui fait la noblesse de l'homme, à savoir sa capacité de production, lorsqu'il en fait une marchandise, cet autre homme sort de la nature humaine. Il n'est plus un homme, il est un capitaliste. Et il réduit l'homme à être un prolétaire, ça veut dire un sous-homme écrasé, qui est arraché à sa propre dignité. Pour Karl Marx, ce système capitaliste qui devait arriver tôt ou tard par les lois dialectiques de l'histoire, eh bien, il aliène profondément l'homme. Parce que, en fait, il l'arrache à ce qui fait de l'homme un homme. La notion d'aliénation, chez Marx, il ne faut pas la prendre au sens psychologique du terme. L'aliénation psychologique, c'est une dépendance, un manque d'autonomie. Là, c'est une aliénation violente provoquée par un autre homme qui me réduit en esclavage. Pour Marx, ce système n'est possible que parce que tous ceux qui ont intérêt à le faire perdurer, le font perdurer, à savoir deux sortes d'hommes, outre les patrons capitalistes. Les hommes politiques, qui favorisent évidemment pour leur propre élection l'intérêt des capitalistes, et d'autre part la religion, les curés, les évêques, les papes, etc., qui ont intérêt à ce que les gens soient soumis à cela, et qui donc servent de liant en leur parlant d'une lénifiante vie éternelle pour empêcher qu'ils se révoltent. Donc, selon Karl Marx, il y a là un système que la masse des prolétaires doit comprendre. Et ce système-là, qui est en les mains de très peu d'hommes, il faut à un moment donné que la masse des prolétaires, prenant conscience qu'il y a profonde injustice, aliénation de sa nature humaine, eh bien, elle doit se révolter. Elle doit se révolter pour casser ce système. Il ne s'agit pas seulement, je dirais, de le réformer. Ça, ce sont justement les complices des curés qui veulent réformer le système en établissant une sorte de coopération entre le gentil patron, l'ouvrier dévoué. Non. Comme le système est anti-humain par nature, dans une lutte des classes, qui est nécessaire, qui est d'ailleurs naturelle, qui est l'essence même de ce qui fait avancer l'histoire, à un moment donné, il doit y avoir révolution prolétarienne et écrasement total du système capitaliste. Évidemment, Karl Marx n'est pas naïf. Il sait très bien que si une révolution se produit, aussitôt, les patrons essaieront de s'enfuir avec leurs richesses. Et donc il indique que après cette révolution et au moment de cette révolution, il est nécessaire qu'il y ait une phase transitoire de dictature du prolétariat. Ça veut dire où les ouvriers saisissent les biens de production, saisissent l'argent des riches qui se sont injustement enrichis, saisissent les biens religieux, tout l'or, tout l'argent accumulé par ces gens qui sont des prédateurs du peuple, qui font partie du système. Cette dictature du prolétariat, elle vise juste à protéger les biens de production, les outils de production, qui ne doivent pas disparaître. Seulement, pour Karl Marx, cette phase de la dictature du prolétariat, c'est une phase transitoire. Le but étant, à un moment donné, de véritablement créer un monde nouveau, ce qu'il appelle le paradis socialiste, qui mettra un terme à l'histoire, parce que dans le paradis socialiste, la loi dialectique de lutte des classes disparaîtra. Donc si la lutte des classes disparaît, le monde ne peut plus évoluer, il atteint sa plénitude, son harmonie. En quoi consiste le paradis socialiste? Eh bien c'est simple. Tous les hommes possèdent tous les biens de production. Il n'y a pas de propriété privée. La propriété privée, analyse Marx, elle est née à un moment donné, au début des sociétés, je dirais, néolithiques, parce que certains s'accaparaient des biens et déclaraient « tu payes pour travailler dans mon champ ». En conséquence, elle est le point de départ de l'aliénation. Donc la propriété privée disparaît au profit d'une propriété collective.
tous les biens de production appartiennent à tous. Et tous, généreusement, avec l'assurance totale de toucher le salaire qui est nécessaire pour vivre et bien vivre, tous mettent au service leurs mains, leur capacité de production, pour le bien commun de tous. On le voit, pour Karl Marx, le système est infaillible parce qu'il est fondé sur la loi scientifique dialectique du matérialisme dialectique. Tant qu'il y a lutte des classes, il y a histoire. Et le jour où on pacifie l'humanité en faisant que les hommes deviennent enfin eux-mêmes, puisqu'ils possèdent leur capacité de production, eh bien, à ce moment-là, l'histoire s'arrête. Alors il établit après des règles sociales. Évidemment, comme les biens de production appartiennent à tous, ils produisent énormément. Du coup, si un ouvrier vient à tomber malade, il y a le même salaire qui tombe. Parce que, justement, le but de la production, c'est le bien de tous. Si un ouvrier est ancien, il est âgé, eh bien, obligatoirement, le salaire continue d'être versé puisque tout le monde travaille pour tous. C'est donc une sécurité sociale qui est rêvée par Karl Marx à partir de son système. Il appelle ça véritablement un paradis socialiste. Alors, après avoir présenté donc cette praxis, cette action que propose Marx, on se rend compte que, en fait, lorsqu'on regarde l'histoire par exemple de l'Union soviétique avec Lénine, et même un peu avec Staline, à part le fait qu'à côté de cela, il a été un véritable paranoïaque tyran, eh bien on constate que, en réalité, les règles édictées par Marx, elles ont tenté d'être appliquées. Je veux dire par là qu'au point de départ de la Révolution, il y a effectivement une phase de dictature du prolétariat que Lénine a voulu instaurer. Lorsque, à un moment donné, il a voulu collectiviser les biens, saisir quelques richesses de production chez des riches paysans ukrainiens, et que ceux-ci ont agi mal, comme des riches, comme classiquement, comme les bourgeois capitalistes qu'ils étaient, en voulant garder leurs grains de blé pour eux afin d'affronter l'hiver. Eh bien, à ce moment-là, dans une décision de dictature du prolétariat, Lénine décida de confisquer leurs grains, d'aller fouiller dans leurs maisons, de sortir les grains et de les amener pour la ville, afin qu'elles servent au bien de tous. Et donc, ces sous-hommes, ces patrons petits paysans, qui sont des capitalistes, furent punis par la famine, par où ils avaient fauté, parce qu'ils s'étaient comportés mal pour le bien du peuple. On sait qu'il y eut des millions de morts dans la première famine organisée comme cela par les saisies de Lénine. Ensuite, quand on voit Staline qui crée la collectivisation, c'est-à-dire qui supprime la propriété privée des terres, donc il crée les grands sovkhozs, les kolkhozs, les fermes géantes, eh bien c'est une application concrète du programme de Karl Marx. Ça veut dire qu'il établit le communisme. Et après, évidemment, comme il travaille pour le bien du peuple, il fait des plans quinquennaux pour que l'URSS s'industrialise. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que le paradis socialiste n'est jamais apparu que dans les films de propagande? Comment se fait-il que la propagande, elle manifeste le paradis socialiste réalisé, alors qu'en réalité, la dictature, non pas du prolétariat, mais de la nomenclatura, ça veut dire de quelques dirigeants qui prétendent parler au nom du prolétariat, a pu s'imposer tout au long de ces années, et que jamais, jamais n'est arrivé un quelconque paradis socialiste. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système de Karl Marx? Eh bien c'est ça que je voudrais analyser maintenant, en troisième partie. Ça veut dire que je voudrais essayer de répondre à la question: est-ce que, comme le disait le pape Pie XII, le système marxiste est intrinsèquement pervers? Ou est-ce que c'est la faute à Lénine, c'est la faute à Staline, c'est la faute à Pol Pot, à Mao, etc., qu'il y a eu tant de morts? Alors, pour répondre à cette question, il faut en fait redevenir réaliste. Mais réaliste plus que Marx. Marx se prétend réaliste. En réalité, il n'est réaliste que comme un idéologue. Ça veut dire qu'il ne garde que ce qu'il a compris. Il a compris des choses objectivement vraies, que le système capitaliste pur est une horreur, qu'il réduit l'homme à l'esclavage.
Il a compris véritablement que le travail dans le système capitaliste pur est une aliénation. Parce que les ouvriers qui font des tâches répétitives, qui n'aboutissent jamais à leur œuvre, qui ne trouvent pas le salaire de leur œuvre, sont véritablement des esclaves modernes. On ne peut pas le nier. Il suffit de faire une analyse de philosophie du travail pour s'en rendre compte. Ce qui rend le travail humain, c'est la participation à l'idée, au projet. Et puis éventuellement la récompense qui peut être l'œuvre, mais qui peut être aussi le salaire, qui permet de vivre dignement avec sa famille. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans l'analyse de Marx? Eh bien, en fait, ce qui ne va pas, c'est qu'il n'a pris qu'une toute petite partie de l'homme, très importante à cette époque-là, évidemment, mais qui ne fait pas le cœur de l'homme. Il a oublié une chose fondamentale, par exemple, que l'homme, son énergie pour travailler, pour se rendre véritablement à l'usine, pour produire, il ne le fait pas en vue de produire, même si le travail l'anoblit. Quand le travail est noble, le travail anoblit l'homme, c'est certain. Mais plus profondément que cela, il le fait pour le bien de sa femme, de ses enfants. Il veut enrichir sa famille. L'instinct fondamental de l'homme, c'est que les siens soient fiers de lui, qu'il ne manque de rien. Il veut être leur sécurité. Et ça, on ne le voit pas du tout, pas une seule fois dans l'œuvre de Karl Marx. Lénine, qui a écrit des œuvres complètes extrêmement grandes, ne parle pas une seule fois de la famille. Un dominicain qui avait lu les œuvres de Lénine l'avait raconté au père Marie-Dominique Philippe. Du coup, à partir de cette simple clé qui est vécue par tous les hommes, et Marx était marié, donc il a aimé sa femme et ses enfants, il aurait dû le comprendre. Mais apparemment non, apparemment non. À partir de cette simple chose, on comprend ce qui s'est passé dans le système du paradis socialiste. En réalité, lorsque le salaire tombe, quoi qu'il arrive, parce que c'est un paradis où les biens de production appartiennent à tous. Très vite, celui qui se rend à l'usine se rend compte que c'est assez pénible de se rendre à l'usine, et que s'il travaille davantage, il n'aura pas plus de salaire. Mais que s'il ne travaille pas davantage, s'il travaille moins, il aura le même salaire. Et donc, comme la motivation, qui est le fait de gagner plus d'argent pour que sa famille vive mieux, elle disparaît, qu'est-ce que fait cet homme? Eh bien, petit à petit, certains d'entre eux ne vont plus se rendre à l'usine. Et puis, ils vont toucher leur même salaire. Et pendant qu'ils ne se rendent pas à l'usine, ils vont cultiver énergiquement le petit arpent de terre qui leur sert de jardinet dans leur petite maison. Ils vont y planter des pommes de terre. Tandis que les récoltes, par exemple, dans le Grand Sauf-Cause sont prêtes à être récoltées. C'est dimanche, par exemple, eh bien, on ne va pas se rendre au travail. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peine? Le salaire tombera. Par contre, on va récolter ces pommes de terre dans son petit champ. Et résultat, la récolte des immenses sauf-causes, elle va être perdue. Ce qui appartient à tout le monde, en fait, n'appartient à personne. On ne travaille que pour sa famille. Et quand on produit, on veut pouvoir toucher le salaire. Résultat, ce mécanisme-là, il va se mettre partout en place. On peut dire que le système communiste en Union soviétique, au départ de sa mise en place, il va tenir par les 15-20% de personnes qui vraiment y croient, qui, elles, se rendent au travail, qui énergiquement veulent que ça tourne, mais qui se scandalisent de ces gens qui n'en foutent plus rien, qui sont des antisociaux. Or, il s'avère que le système, il est idéologique. Ça veut dire qu'on y croit. Il est scientifique. Il ne peut pas être dans l'erreur. Et donc, si ces gens ne vont pas au travail, si la production s'écroule, c'est que ces gens sont des antisociaux. Ce sont en fait des crypto-capitalistes payés par les capitalistes qui veulent détruire ce système génial. Et donc, il faut les rééduquer. Et c'est comme cela que le système produira partout où il va être instauré des goulags, des systèmes de rééducation. Alors évidemment, à un moment donné, quand les choses tomberont sous un tyran paranoïaque comme Staline, on ne fera pas seulement de la rééducation en goulag, on fera de l'extermination avec des quotas. Mais là, c'est autre chose. On ne peut pas nier que ça, c'était peut-être extérieur au communisme. Par contre, ce qui est véritablement communiste, c'est le sommet de l'horreur qu'on a vu chez quelqu'un qui est peut-être pire que tout le monde. C'est le fameux Pol Pot au Cambodge. Pol Pot,
il a fait ses études en France. La France est le seul pays qui a rêvé d'être communiste et qui n'a pas pu l'être. Et donc dans les universités comme Nanterre, il y avait des intellectuels qui parlaient du paradis communiste à cette époque-là, du petit père des peuples Staline, de la merveille qu'on voyait avec les films où les gens se rendent joyeusement au travail, où les champs sont là, où tout est beau. Seulement, Pol Pot, il est réaliste. Et il se rend compte, en se rendant en Union soviétique, que ça ne marche pas. Or, il y croit, il est dans l'idéologie. Lorsqu'il prend le pouvoir au Cambodge, dans les années 70, il décide que pour arriver à créer le paradis socialiste, il faut être plus radical que les soviétiques ou que les Chinois. Il faut partir d'une humanité vierge, une humanité qui n'ait pas été souillée par tous les travers venant des capitalistes. Tout ce qui rappelle l'ancien système capitaliste va polluer et il y aura cette paresse qui reviendra et qui minera le système de l'intérieur. Et donc il décide tout simplement d'éliminer tous ceux qui avaient reçu un contact avec l'étranger, un contact avec l'argent. Il élimine les intellectuels, les médecins, tous ceux qui ont des mains fines, des mains de professeurs, ceux qui ont des mains d'ouvriers, des mains de prolétaires, on les garde éventuellement. On va jusqu'à éliminer les petites danseuses du corps de ballet de Phnom Penh, les petits rats de l'opéra. On les élimine en les étouffant avec un sac en plastique. On ne va pas refaire le travail qui n'a pas marché en Union soviétique. On repart des paysans khmers, les khmers des montagnes. Et là, on instaure une humanité nouvelle. On peut dire qu'il a appliqué véritablement, pratiquement l'idéologie. L'idéologie a raison. L'homme se révolte, c'est donc l'homme qui doit changer. Une tête dépasse, on la coupe. C'est le système qui est scientifique. Et donc, il va créer, en éliminant un tiers de son peuple en quelques années, ce paradis socialiste qui va de fait s'écrouler économiquement. Ça veut dire que les grandes rizières collectives vont se mettre à ne plus produire. Donc il y a sabotage. Et on va chercher. Eh bien celui qui a été surpris à ramasser discrètement un ver de terre pour le manger le soir parce qu'il crève de faim, on l'élimine, saboteur, antisocial. C'est l'idéologie poussée jusqu'à son terme. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour sortir de cette idéologie? Du bon sens, un simple petit bon sens. J'ai fait l'expérience avec mes élèves, je leur ai dit ceci. Faisons l'expérience, quoi qu'il arrive cette année, tout le monde a 10 sur 20. Parce que c'est injuste. Certains ont des parents qui leur font travailler, d'autres viennent d'un milieu ouvrier et n'ont pas la même culture. Donc, quelle que soit la copie, 10 sur 20. J'ai pas eu besoin de faire l'expérience un an. Tout de suite, ils ont sorti le système en disant « Ah, il n'y aura qu'une telle, elle est sérieuse, qui va travailler. Nous, on ne va plus rien fiche puisqu'on aura 10 sur 20. » Seulement celle qui allait travailler, qu'ils avaient dénoncée parce qu'elle était très sérieuse, elle a répondu « Oui, mais moi, si j'ai 10 sur 20, j'irai pas travailler non plus. Ça ne sert à rien. » Et donc, on voyait en quelques minutes comment le système était intrinsèquement pervers. Il partait d'une bonne volonté. Je veux la justice sociale de mes élèves. Et intrinsèquement, il provoquerait, je dirais, la paresse, l'écroulement scolaire et, éventuellement, si je continue d'y croire, les sanctions, les retenues, la rééducation d'élèves qui veulent détruire mon système merveilleux. Donc, ce qui correspond analogiquement aux goulags qui se sont produits en Union soviétique et ailleurs. On le voit. Pour moi, ce n'est pas le fait qu'il y ait eu des tyrans qui a expliqué les 100 millions de morts du communisme. Le système ne peut produire que des morts, parce qu'il est complètement pervers par rapport à la nature humaine. Il se trompe sur la nature humaine. Il prend une vérité, que l'homme s'épanouit par son travail, mais comme il l'exalte et que cette vérité n'est pas la première des vérités, eh bien, il fonde une idéologie. La première des vérités, ce qui fait que l'homme véritablement se structure, c'est sa famille. Et je dirais, la partie religieuse, le fait de se retrouver de l'autre côté, c'est quelque chose qui travaille le cœur de l'homme aussi. Détruire la religion, la réduire uniquement à l'opium du peuple, eh bien, on le voit dans l'Union soviétique, qui est devenue la Russie maintenant. C'est ronger de l'intérieur l'idée même, l'envie même de vivre chez les hommes, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Parce qu'une terre, même si on crée un paradis matériel sur terre, où on ne se retrouve pas avec ceux qu'on aime, ses enfants, dans une vie éternelle, elle
enlève l'envie de vivre, ou alors on vit dans les plaisirs immédiats, le carpe diem. On peut dire que le système athée de Karl Marx, il est moins intelligent que le système hédoniste qu'on voit dans la Bible, où la Bible simplement avec bon sens dit, puisque Dieu n'existe pas, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Il n'y a qu'à demander aux jeunes aussi, s'il n'y a pas de vie après la mort, si de toute façon tout se termine dans le néant et que vous voulez vivre quelques moments de vie qui vous ont été donnés, dans quoi vous mettez votre athéisme et votre vie pratique? Ben, ils le disent, il faut de l'argent pour avoir du plaisir et en profiter tant qu'on est jeune. C'est du bon sens. Donc ce n'est pas le travail qui va être l'épanouissement parfait. Le travail, s'il est possédé, est un des plaisirs. Comme le montre d'ailleurs le cercle des poètes disparus, où le professeur Keating montre à ses élèves, puisqu'il est athée, il leur montre la noblesse du travail bien fait, la noblesse de la poésie, la noblesse de l'art, etc. On peut donc dire que la tentative marxiste qui a fait le malheur, l'un des grands malheurs du XXe siècle, elle est un échec parce que Marx, justement, est un dialecticien. Il n'est pas un philosophe. Ça veut dire qu'il a compris le capitalisme pur, cette loi de l'économie qui opprimait l'homme, et au lieu de s'en sortir par le haut, comme le propose par exemple le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle, eh bien, il se révolte en restant dans le même genre. Ça veut dire que le capitaliste réduit l'homme à une capacité de production, de richesse. Marx maintient l'homme dans une capacité de production et de production de richesse. Il n'en sort pas. Or, l'homme n'est pas fait que de cela. Alors, à côté de cela, lorsqu'on regarde une pensée comme celle de Léon XIII, qui est simplement appliquée maintenant, sauf sur certains aspects d'ordre spirituel, où il dit, au plan économique, il faut quelques règles simples. Ça veut dire que le capital, qui est une force puissante mais sauvage, doit être modéré par une contre-force, le syndicat ouvrier, qui doit pouvoir faire grève en cas d'abus. Et effectivement, le capital qui perd de l'argent face à la grève va faire des efforts. Cependant, il ne faut pas que le syndicat ouvrier soit trop fort, parce que s'il est trop fort, il va tuer l'énergie productrice du capital. Donc c'est un équilibre entre les deux. Et le pape Léon XIII continue en disant, au-dessus de tout, qui va chercher le bien commun de tout, qui va mettre des règles pour justement empêcher les abus de l'un ou l'autre parti. Il faut l'État, qui vote les lois, qui comprend la nature humaine, c'est important. Cependant, la pensée de Léon XIII, elle ne s'arrête pas dans son encyclique Rerum Forum Novarum à cet aspect économique. Il n'est pas marxiste, même un marxiste de bon sens, on pourrait dire un socialiste, un social-chrétien. Non, il est chrétien. Ça veut dire qu'il rappelle au début de son encyclique que ça, ce n'est que le pain, l'économie. Mais que l'homme ne vit pas seulement de pain, que sa famille, c'est ce qui le structure beaucoup plus que le travail encore. C'est même le but de sa vie. Que d'autre part, l'idée que sa famille il la retrouve de l'autre côté, qu'il existe un Dieu d'amour qui l'a créé, qui l'a mis sur terre, ce n'est pas que de l'opium du peuple. Ça fait partie de la nature humaine, il en a besoin. Parce que sinon, tout se termine par du vent, tout est vanité. Et donc se passer entièrement, 100% de toute religion, c'est réduire l'homme à la matière tôt ou tard. Et tôt ou tard, il n'a plus l'énergie pour même vivre au service de sa famille. On le voit, Léon XIII, il a une pensée totalement réaliste de l'homme, qui certes utilise la théologie chrétienne, donc on ne peut pas démontrer en philosophie que Jésus-Christ est Dieu, mais qui utilise, je dirais, ce qu'avait découvert Aristote, à savoir que la question de savoir s'il y a un créateur et si l'âme survit à la mort, c'est pas une petite question pour l'homme, même s'il ne pense pas à cela tous les jours. Voilà, je terminerai ici cette leçon sur le marxisme, donc pour montrer un des échecs les plus radicaux du XXe siècle, qui d'ailleurs, je crois, est compris, et l'homme se souviendra que ce système-là est un système pervers. Je ne pense pas qu'il y aura véritablement de grands espoirs marxistes dans la suite de l'histoire, parce que la mémoire humaine, elle reste.
C'est le propre de l'homme de se servir des expériences et des échecs pour ne pas les recréer. Par contre, nous verrons dans la prochaine leçon que d'autres tentatives ont été tentées et qui ont échoué aussi.